Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je me présente, je m'appelle Johnny et je m'apprête à réaliser la première vidéo d'une très longue série consacrée entièrement à la psychologie ésotérique. Afin de vous offrir les meilleurs éléments de compréhension de cet art, j'ai fait appel à un technicien de l'esprit, un spécialiste du sujet et qui s'appelle Serge Bassino. Serge, nous nous connaissons depuis longtemps et tu es sur le point de partager avec le grand public une connaissance originelle inconnue en France et qui était jadis connue sous le nom de la voie de la Siddha. Il s'agissait d'un cheminement spirituel qui de tout temps a été suivi par ce qu'on appelle les maîtres. Juste deux mots à ce sujet peut-être? Oui, en fait, il est apparu après étude que tous les maîtres du passé, quasiment tous les maîtres du passé, que ce soit Jésus, que ce soit Gautama, le prince Siddhartha, des maîtres comme Kutumi, El Moria, Jwalkul, Sérapis, Hilarion, etc. Tous ces maîtres-là donc avaient suivi une voie, non pas une tradition, mais une sorte de philosophie d'étude qui s'appelait la voie de la Siddha. Et on s'est aperçu dans les écrits anciens qu'il y avait pas mal d'auteurs qui faisaient référence à cette voie, mais sans donner d'explication à son sujet. Et donc ma femme et moi avons eu la chance, on ne va pas dire que c'était un hasard, mais on va dire qu'on a eu la chance de retrouver les enseignements de cette voie de la Siddha, et nous avons fait en sorte de la préparer, de la rendre plus accessible au grand public. Voilà. Afin de rendre le sujet plus clair pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. La psychologie ésotérique correspond-elle à la même psychologie enseignée par l'éducation nationale? Non, la psychologie ésotérique diffère sensiblement de la psychologie académique. Cette dernière ne croit pas en l'âme déjà, donc la psychologie, de psychologos en grec qui veut dire étude de l'âme. C'est assez gênant parce que la psychologie académique étudie une chose à laquelle elle ne croit pas. Mais bon, passons, ça c'est le côté humoristique de la chose. La psychologie ésotérique diffère donc du fait que non seulement c'est l'être global dans son sens holistique qui est pris en compte, mais en plus il y a un enseignement. La psychologie académique aide les gens à y voir plus clair, on va dire, tandis que la psychologie ésotérique permet non seulement aux gens d'y voir plus clair en eux, mais leur offre un enseignement, et cet enseignement est basé sur l'étude des lois et des principes du fonctionnement de l'esprit. La psychologie ésotérique est un terme récent. Quelle est donc son origine et depuis combien de temps existe-t-elle? Alors oui, la psychologie ésotérique. Déjà, on dit, à notre époque, on dit psy-éso, hein, pour faire plus court, parce que psychologie ésotérique, c'est pas toujours facile à prononcer, et puis c'est pas très agréable, c'est un peu long. Donc, la psychologie ésotérique, oui, c'est récent, ça doit avoir à peu près, allez, on va dire 200 ans maximum. Pourquoi on appelle ça la psychologie ésotérique? Parce que bon, à l'origine, comme je l'ai dit, psyché, logos, étude de l'âme. Au départ, on ne savait pas trop comment dire, on va étudier l'âme dans sa partie la plus intériorisée. Bon, donc on a dit psychologie ésotérique, de psyché logos, étude de l'âme. Et pourquoi ésotérique? Ben, tout simplement parce que ça vient du grec ésotérikos, qui signifie dedans ou à l'intérieur. Donc voilà, on va dire qu'en gros, 200 ans d'existence, et en fait, plutôt que de dire l'étude de la partie la plus intériorisée de l'être ou de l'âme, on dit psychologie ésotérique, tout simplement. Alors justement, et à ce propos, pourrais-tu revenir sur l'étymologie des mots psychologie et ésotérique? Oui, oui, d'ailleurs c'est une bonne chose parce que je me suis rendu compte qu'à notre époque, les gens avaient tendance à mélanger un petit peu les mots, hein, la conscience, l'âme, le soi, etc. Donc c'est vrai qu'il ne serait pas plus mal de revenir un petit peu sur le sens. Alors, comme je le disais, le mot psychologie tout d'abord, il vient de deux racines qui sont psyché, qui veut dire l'âme, et logos, qui veut dire étude ou loi. Donc, psychologie, psyché-logos, étude de l'âme. Ensuite, nous avons le mot ésotérisme, ou ésotérique. Alors, l'ésotérisme, le grec ésotérikos, qui veut dire à l'intérieur, au-dedans. Donc, ésotérisme ne doit pas être pris dans le sens d'occulte, de caché, de mystérieux. Ésotérisme, ça veut dire l'étude de notre intériorité. Hein, l'ésotérisme, c'est ça. Voilà, tout ce qui est, par exemple, tout ce que nous ressentons, nos chagrins, nos peines, nos joies, l'amour que nous avons pour notre prochain, pour nos proches, etc. Tout cela, c'est ésotérique quelque part.
Voilà, il faut lever ce côté mystérieux. L'ésotérisme, c'est notre intériorité, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous, hein, c'est le dedans. Donc la psychologie ésotérique, l'étude de notre intériorité en ce qui concerne notre âme. Voilà. Une question me vient suite à tes explications et qui a dû traverser l'esprit de beaucoup de personnes. Puisque la psy-éso existe depuis toujours ou presque, et puisque nous pouvons remonter jusqu'à 6000 ans en arrière, pourquoi est-elle si peu connue, voire pas du tout ici en France notamment? Alors, oui, j'oserais dire que c'est une bonne question, mais c'est surtout une question dérangeante à mon avis. Pourquoi elle n'est pas connue, et notamment en France? Oui, ben, pour deux raisons principales. On va dire que la première raison vient du fait que quand on est un État et quand on gouverne une masse d'individus, il n'est pas toujours, c'est pas toujours une bonne idée, on va dire, de donner la connaissance et la liberté, le libre arbitre à chacun. Or, la connaissance de la psy-éso donne cette liberté de conscience et permet d'avoir une vision totalement déprogrammée. Si tout le monde étudiait la psy-éso, on ne pourrait plus gouverner ce genre de personnes-là, parce que de toute façon, ben, ils seraient capables de se gouverner eux-mêmes. Donc on va dire que la psy-éso a toujours été un petit peu pris comme quelque chose, non pas d'anarchiste, mais d'anarché, c'est-à-dire d'au-delà des principes qui sont établis. Si je suis un psy-éso, on ne peut pas me gouverner. Pourquoi? Non pas parce que je suis quelqu'un qui fait la forte tête, mais parce que je suis capable de me gouverner moi-même. Un peuple de psychologues ésotéristes est un peuple qui peut se diriger tout seul, et c'est vrai que ça fait pas, c'est pas du goût de tout le monde. Je pense m'être fait comprendre. Ensuite, il y a une deuxième raison, et pas des moindres. Le fait d'étudier la psy-éso oblige à s'étudier soi-même. Donc on est obligé de rentrer à l'intérieur de nous, hein, nous nous rappelons, ésotéricos, intérieur dedans. Donc nous rentrons à l'intérieur de nous, nous voyons tout ce qui ne va pas en nous, et bien sûr nous sommes obligés de faire face à des parties de nous dont nous ne sommes pas spécialement fiers, que nous n'avons pas envie de rencontrer, de regarder en face. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle la psy-éso n'a pas une bonne réputation, parce qu'au lieu d'être valorisante pour l'ego, elle est au contraire au départ un petit peu dévalorisante, parce que nous sommes obligés de nous prendre tels que nous sommes, de nous étudier, d'admettre que nous avons des problèmes, nous avons des limitations, et de travailler dessus. Et pour travailler dessus, nous sommes obligés de reconnaître que nous sommes limités du moins au départ. Pour tous ceux qui découvrent la psychologie ésotérique, peut-on dire qu'il s'agit plutôt d'un enseignement ou d'un art de vivre? Eh bien, je dirais qu'il s'agit des deux, en fait. Tout d'abord, c'est un enseignement, c'est une étude des lois et des principes du fonctionnement de l'esprit. Et cet enseignement, dès que nous le mettons en pratique, à ce moment-là, ça devient un art de vivre, on va dire. Si vous vivez en conformité avec ce que vous avez appris, du coup, vous n'avez plus simplement une vie, vous avez un art de vivre. Vous avez une manière de vivre dans votre vie de tous les jours, d'une manière harmonieuse et pleine, toute cette connaissance que vous avez tout d'abord apprise. Bon, évidemment, on peut aussi bien apprendre et appliquer. On peut apprendre pendant quelques mois, quelques semaines ou même quelques années et appliquer ensuite. C'est vrai que l'idéal serait d'appliquer en même temps que nous apprenons quelque chose de nouveau. Donc la psy-éso, oui, c'est à la fois un enseignement et un art de vivre. Certains doivent se demander s'ils seront capables de suivre un tel enseignement. Alors ma question est celle-ci. La psychologie ésotérique est-elle destinée à un certain type d'individu ou peut-elle s'adapter à toute classe intellectuelle? Par exemple, si je suis médecin ou chirurgien, si je suis mécanicien, facteur ou retraité, est-ce que je peux me mettre à la psy-éso? Oui, bien sûr. À partir du moment où on est capable de savoir lire, de savoir écrire, et qu'on a un petit peu de jugeote, hein, bon, bien sûr, hein, si on a passé 10 ans dans une île déserte et qu'on ne sait plus parler le français, ça va être un petit peu difficile. Et encore plus si on ne sait plus le lire. Mais je veux dire par là que monsieur dans tout le monde peut très bien. Hein, on peut être un grand professeur de ceci, cela, ou on peut avoir un métier un peu plus modeste, hein, parce qu'il n'y a pas de saut métier, bien sûr. Oui, on peut se mettre à la psy-éso. L'essentiel, c'est de comprendre une chose. Parce que j'aurais pu même aussi bien répondre que moins on est instruit, mieux ça vaut. L'essentiel, c'est de comprendre cette chose. La psychologie ésotérique, du moins son enseignement, s'adresse non pas à l'intellect, mais au subconscient. C'est-à-dire qu'il est ainsi fait que l'intellect déconnecte quand on lit les cours, quand on lit l'enseignement.
Et c'est fait exprès, de manière à ce qu'il ne puisse pas mettre son grain de sel et qu'il ne puisse pas venir saboter la connaissance. Parce que finalement, c'est quoi connaître, apprendre? C'est lire un texte, l'apprendre par cœur, le retenir, le mémoriser. Oui, mais à ce moment-là, on l'a mémorisé, mais est-ce qu'il fait vraiment partie de nous? Ce qu'il faut, c'est assimiler la connaissance. Il faudrait que cette étude des lois et des principes du fonctionnement de l'esprit devienne si naturelle, qu'elle ne prenne si aux tripes, que l'on puisse la ressortir comme ça à volonté sans même avoir à réfléchir. Donc pour que ça fonctionne comme ça, pour que l'enseignement nous soit utile et efficace et qu'il remonte spontanément au moment où nous en avons besoin, eh bien, il faut que ce soit le subconscient qui apprenne. Il faut que ce soit le subconscient qui retienne et pas l'intellect. Bien sûr, ça permet moins de briller en société. C'est vrai, l'ego, au passage, il se prend un sacré coup parce qu'il dit « Mince, j'ai lu une leçon, je l'ai compris sur le moment, mais je ne sais même plus ce que j'ai lu. 2 minutes après, je ne m'en rappelais plus. » Ben, c'est très bien. Au contraire, ça veut dire que ce sont nos cellules qui ont appris et pas nous, pas l'intellect. Voilà. Et il n'en demeure pas moins que beaucoup de personnes ont accumulé des erreurs, enfin j'allais dire erreurs, mais plutôt expériences. Et du coup, y a-t-il un âge idéal ou recommandé pour débuter dans ce genre d'enseignement et de pratique? Non, non, c'est vrai que le fait d'avoir appris par ailleurs beaucoup de choses, surtout ces leçons de nature intellectuelle, ça ne va pas gêner. Disons qu'au départ, la personne aura tendance à mixer les deux, c'est-à-dire qu'elle va recevoir cet enseignement et au lieu de le lire avec un œil nouveau, neuf, vierge de toute antériorité, cette personne va avoir tendance, et c'est humain, de comparer ce qu'elle apprend de nouveau avec ce qu'elle a appris et qui est ancien. C'est sûr que si elle le fait comme ça, elle risque un petit peu de perturber son étude. Parce qu'en fait, l'idéal serait de mettre de côté temporairement tout ce qu'on a appris et de repartir à zéro sur cette connaissance. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a appris dans le passé n'est plus valable. Ça veut dire que pour cette étude, il vaut mieux mettre de côté. Je vais donc prendre un exemple pour mieux m'expliquer. Nous partons en vacances. Bon, quel que soit notre métier, nous pouvons avoir un métier qui est très technique, très intellectuel même, mais tandis que nous sommes en vacances, nous ne pensons pas à notre métier, enfin, du moins ça serait une bonne chose de ne plus le faire, nous nous reposons la tête, nous nous détendons, et nous sommes toujours nous, mais avec un aspect différent. Ça ne nous empêche pas, en rentrant de congé, de se remettre au boulot et de retrouver nos habitudes, nos réflexes. De la même façon, quand nous étudions cette forme d'ésotérisme, qui est la psyéso, il vaut mieux mettre de côté tout ce qu'on a appris et ne pas le mixer ou ne pas le comparer à ce qu'on a déjà appris par ailleurs. Sinon, ça va faire un mélange, et ce ne sera pas de la psyéso, ça ne sera pas une connaissance qui a été apprise, ça sera un mélange des deux, et ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est vrai que si on commençait tous jeunes, très jeunes, l'étude de la psyéso, ça serait l'idéal. Mais nous vivons à une époque où l'idéal, bon, ça reste quelque chose d'un peu idéal, justement, et donc difficile à obtenir. Donc on peut très bien avoir 60 ans, par exemple, et commencer l'étude de la psychologie ésotérique, à la simple condition, et ce n'est pas demander grand-chose, ce n'est pas un bien grand sacrifice, de prendre le réflexe, de prendre l'habitude de ne pas mixer notre savoir ancien avec ce savoir nouveau. Une fois qu'on a compris que ce sont deux choses différentes, comme travailler dans la vie de tous les jours et partir en vacances, dès que l'on sait ça, à ce moment-là, il n'y a plus aucun problème, et quel que soit l'âge, il n'y a pas de problème. Et en ce qui concerne le contenu en lui-même de l'enseignement, est-il compliqué? Non, 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 c'est accessible. Normalement, il est fait pour être accessible à un enfant de 14-16 ans. Voilà. Pour quelqu'un qui a suivi les études académiques ordinaires, bon, je sais pas, on va dire que 11 ans, il est en 6e, à 12 ans, il est en 5e, alors on va dire que s'il a pu aller jusqu'en 5e, il comprendra très bien l'enseignement, parce que, encore une fois, cet enseignement doit être juste compris sur le moment. Il ne doit pas être intellectualisé, il ne doit pas être mémorisé, surtout pas. Il doit simplement être su. C'est-à-dire que l'on lit les leçons, on les comprend sur le moment, et même si on y revient après, qu'on dit mince, j'ai tout oublié, c'est pas grave. C'est passé dans le domaine du subconscient. Le subconscient enregistre tout. Le subconscient n'a besoin que d'une chose, c'est qu'au moment où nous entendons ou lisons une chose, que nous puissions le comprendre sur le moment, et uniquement sur le moment. Donc on peut dire qu'il n'est pas utile d'être formé à la psychologie ou à l'ésotérisme avant de commencer l'enseignement. Non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'être un grand ésotériste ou d'être un grand initié ne va pas aider. Être un psychologue de métier ou même un psychiatre ne va pas aider non plus. C'est vrai qu'on pourrait le penser, mais non, non. À la limite, mieux vaut arriver avec un esprit vierge, et ceux qui sont ce qu'on pourrait appeler les candides, ceux qui n'ont jamais étudié ni la psychologie, ni même l'ésotérisme ou la spiritualité, ces gens-là vont progresser plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas à faire d'efforts
d'oublier ce qu'ils ont appris ou de mettre de côté ce qu'ils ont appris. Ils vont de suite commencer avec un enseignement qui sera un des premiers enseignements auxquels ils ont eu accès. Donc on ne peut pas dire non plus à l'inverse que la personne va être pénalisée si elle est psychiatre ou psychologue ou si elle est ésotériste ou si elle est dans le métier de la formation et le développement personnel, mais disons que ce n'est pas un plus non plus. On va dire que si la personne sait bien faire la part des choses, ça ne va pas la gêner, mais si elle arrive et qu'elle est vierge de toute antériorité, c'est pas plus mal non plus. Combien de temps dure l'enseignement en moyenne? Alors l'enseignement, bon, ça dépend un petit peu des gens, hein, ça dépend un petit peu de leur manière de l'aborder, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont être capables de mettre de côté tout ce qu'ils auront éventuellement appris par ailleurs? Oui, non, difficilement, facilement. Est-ce qu'ils vont arriver vierges de toute antériorité? Donc on va dire que ça peut varier pour l'étude de la psychologie ésotérique, de connaître les lois et les principes, avoir le temps matériel de les appliquer, de voir que ça marche, etc. On va dire qu'il faut quand même en moyenne entre 3 et 4 ans. 3 ans si la personne suit bien et ne prend pas de retard dans son étude, et 4 ans si elle s'y est pris d'une manière un peu plus décontractée. Alors on pourrait penser que c'est beaucoup, 3-4 ans. Non, parce qu'on n'attend pas pendant 3-4 ans d'avoir des effets. On a une étude pratique dès le départ, on a des résultats dès le départ, donc les 3 années, 4 années passent très facilement, on ne s'en rend même pas compte. Voilà. Alors tu proposes des cours par correspondance. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Comment cela fonctionne? Eh bien, la personne au départ m'envoie un mail, me demande les leçons. Il y a 13 leçons gratuites qui sont mises à disposition du public. Ces 13 leçons, qui sont, on va dire, préparatoires, permettent à la personne de se faire une idée de l'enseignement, de comment ça va se goupiller, on va dire, comment ça va lui être proposé, le contenu, ou du moins une partie du contenu. Si la personne est intéressée, bon, ben, à ce moment-là, elle reçoit les leçons, elle reçoit d'abord 2 leçons, et par la suite elle recevra 4 leçons par mois. Alors, ces cours ont un avantage, parce qu'il y a un véritable suivi. Ce n'est pas juste un suivi comme ça, c'est un véritable suivi. C'est-à-dire que la personne va lire ses leçons, s'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, elle peut m'envoyer un mail, il y a un forum qui est réservé à ses cours privés. Sur ce forum, elle peut vous poser des questions, elle aura des réponses dans la journée. Elle peut aussi discuter avec les autres affiliés au cours. Elle peut aussi me téléphoner si c'est urgent ou si elle a besoin d'un petit conseil. Donc c'est un véritable suivi. Raison pour laquelle il y a par cycle de 3 ans d'études que 30 affiliés et pas plus. Dès qu'un affilié a terminé ses 3 années de cours, j'ai commencé il y a 7 ans à peu près en arrière, donc dès qu'une personne a fini ses 3 années de cours, bon, ben, ça libère une place et je peux en prendre une autre ou 2 autres selon le nombre de personnes qui s'arrêtent. Voilà. Tu as suscité ma curiosité et maintenant j'aimerais bien que tu me donnes un exemple de loi du fonctionnement de l'esprit avec une explication assez courte. Oui, alors un exemple. Par exemple, nous vivons le contenu de nos pensées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une pensée. Chaque pensée a toujours un sentiment connexe, c'est-à-dire qu'à chacune de mes pensées, il va y avoir un sentiment qui va y être relié. Donc, chaque fois que j'ai cette pensée, il va y avoir le même sentiment. Je pense blanc, sentiment blanc. Je pense noir, sentiment noir. J'ai une pensée d'amour, je vais ressentir d'amour. Je vais avoir une pensée de haine, je vais ressentir de la haine. Donc finalement, ce que je vais penser va produire des sentiments, des émotions, une espèce de climat émotionnel. Et selon ce climat émotionnel, ben, je vais avoir un vécu parce que je vais réagir d'une certaine façon et pas de la même si je suis par exemple en colère ou si je suis détendu. Donc mon vécu va correspondre à ce que je ressens et ce que je ressens correspond à ce que je pense. Donc vraiment, nous vivons le contenu de nos pensées. Pour tous les passionnés qui aimeraient en savoir plus sur la question, peux-tu nous parler des livres qui sont actuellement en vente chez Amazon, au format de lecture numérique Kindle? Oui, alors sur Amazon, j'ai mis 2 sortes de bouquins. On va dire qu'il y a la première sorte, c'est le style essai, c'est-à-dire que c'est très technique, c'est réservé à ceux qui veulent vraiment apprendre. Bon, c'est un petit peu froid et impersonnel, on va dire. J'essaye de l'égayer un petit peu avec un peu d'humour, mais on va dire que c'est plutôt le style essai, hein, donc une étude. Après, il y a le style romancé. On va dire que c'est pour faire passer un petit peu la pilule, parce que ce sont des sujets qui sont quand même assez complexes, pour ne pas dire compliqués, ce sont des sujets profonds, des sujets qui touchent au fonctionnement de l'âme, de la conscience humaine. Donc pour rendre ça un petit peu plus buvable, on va dire, pour le rendre un peu plus agréable à lire,
je l'ai présenté sous forme de roman. Donc actuellement, j'ai mis 2 essais et 2 romans. Donc selon le style de lecture préféré, si on préfère lire pour étudier ou lire pour se détendre et en même temps, pourquoi pas étudier un petit peu, alors on peut choisir plutôt le style essai ou plutôt le style roman. D'accord. Pourquoi avoir choisi ce format? Le format Kindle, tout simplement, pour 2 raisons, on va dire. Déjà la première, parce que c'est moderne, hein, c'est du numérique, on est à l'ère du numérique, donc voilà. Et ensuite, on va dire que c'est vrai que le format papier est plus pratique, on me le demande très souvent, mais d'un autre côté, le format papier, ça veut dire couper des arbres, et donc mettre un terme à leur vie. Et puis la nature, normalement on est censé être dans le bio à notre époque, donc on ne peut pas d'un côté se dire pour la nature et en même temps couper des arbres juste pour notre satisfaction intellectuelle et faire des livres papier. As-tu des projets d'écriture sous le coude? Autrement dit, aurons-nous le plaisir de lire d'autres ouvrages, numériques ou non, de Serge Bassineau à l'avenir? Oui, normalement, pour fin d'hiver et début de l'été, il y a 2 bouquins qui devraient pouvoir sortir chez Amazon au format Kindle, normalement, si tout va bien, si je ne prends pas du retard. Il y en a un qui sera donc un essai, qui va s'appeler La clairvoyance ou l'attention lucide. Et le deuxième qui sera plutôt romancé, qui traitera, je me suis servi de l'époque de l'Atlantide, juste un petit peu avant la fin, juste avant la grande catastrophe, pour faire passer certaines connaissances. Et je pense qu'il devrait plaire celui-là, parce qu'il est vraiment très très romancé. Et j'y ai mis tout ce qu'il fallait, de l'émotion, de la gaieté, de la joie et de la connaissance, bien sûr. Pour conclure cette présentation, Serge, donne-nous en 3 ou 4 mots l'état d'esprit idéal pour s'initier à la psy-éso. C'est très simple. Avoir envie de bosser sur soi.